certifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. On avait oublié, on n'avait pas oublié bien sûr, le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray, Nice, l'école de Hadzomer de Toulouse, mais on ne pensait pas au marché de Noël. Et voilà, on est obligé aujourd'hui de penser au marché de Noël de Strasbourg. L'islamisme radical a encore frappé. Pourquoi ? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, André Berkoff, on en parle avec votre invité, Alexandre Delval, géopolitologue enseignant à l'IPAG et auteur de ce livre, La stratégie de l'intimidation. C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Alors Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, aux auditeurs de Sud Radio, qu'Alexandre Delval est historien, géopolitologue, mais qu'il a été le premier en 2002, il a fait beaucoup de livres très intéressants depuis, mais il a été le premier en 2002 à parler du totalitarisme islamiste, alors que personne n'en parlait à l'époque. Et je me rappelle comment il a été critiqué pour ça. C'était bien avant le Bataclan, bien avant Charlie Hebdo, mais depuis, hélas, les faits lui ont donné raison. Alexandre Delval, alors, on se disait, bon, écoutez, là, on est en plein gilet jaune, on est en pleine manifestation sociale, on a vu tout ce qui se passait là-dessus, et que vraiment, il y avait une identité qui était en train d'être retrouvée, et puis des gens qui n'en pouvaient plus, c'est la France des oubliés, la France de réprouvés, la France périphérique dont parle Gustave Guilluy, etc. Et puis d'un coup, voilà, ça recommence, on a l'impression que ça recommence, voilà, marché de Noël, un fichier S radicalisé, puisqu'il est radicalisé, Chérif Chekat, natif de Strasbourg, faut bien le dire, hein, il est né en France, il est français d'ailleurs, voilà, et ses parents avaient immigré, et 3 morts ou 2 morts, on ne sait pas exactement, des dizaines de blessés. Au fond, on a l'impression que c'est presque devenu, je ne dirais pas une habitude, mais on voit très très bien, ce n'est plus, vous savez, quand il y avait eu Carpentras, oui, et les cimetières, le cimetière juif profané, etc., il y avait eu 200 000 personnes qui s'est descendues. Maintenant, est-ce que c'est devenu habituel ? Voilà. Il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Ah oui, je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Vous savez, moi je le dis déjà depuis 30 ans. S'habituer ou résister ? Il faut à la fois résister, bien entendu, je sais que vous avez une âme de résistant, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, mais il faut s'habituer aussi, puisque nous avons fait venir des loups dans la bergerie. Nous avons, pendant des années, accepté une immigration indiscriminée, sans vouloir faire de sélection d'un point de vue civilisationnel, comme le regrettait Alfred Sauvy. Le démographe Alfred Sauvy avait dit « Attention, une société qui sera trop multiculturelle sera multiconflictuelle ». Et ce n'était pas un titre d'extrême droite. Le grand démographe Alfred Sauvy. On n'a pas voulu écouter ceux qui disaient qu'il y a des phénomènes d'intégration plus faciles que d'autres. Donc on a un terrain premier qui est celui de la non-intégration. Et les islamistes, qu'ils soient coupeurs de tête, terroristes, ou qu'ils soient coupeurs de langue, donc islamistes plus malins, ils ont quand même un objectif commun, empêcher... Coupeurs de langue, vous voulez dire, qui censurent. Voilà, ceux qui censurent, hein, c'est les islamistes à la frère musulman, mais les islamistes, qu'ils soient violents ou pas, veulent désassimiler. Ils veulent utiliser les migrants et les fils de l'immigration et leur mal-être, ils veulent l'instrumentaliser comme une espèce de foment de séparatisme pour ensuite créer le chaos. Et donc on a un terrain. Deuxièmement, on a des prisons qui ne font que former des terroristes. On entre délinquants normaux dans une prison, qui sont surpeuplés d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas en construire d'autres, et le type ressort à la fois délinquant et islamiste, les deux en général. Donc on a des terreaux de non-droit et des terreaux d'emprisonnement, et enfin une justice laxiste qui libère un Bertrand Cantat au bout de quelques années, qui libère un type, le logeur du Bataclan, il a quand même tué un de ses copains, un coup de hache, il était en liberté quelques années plus tard. On a une justice complètement ubuesque. Vous prenez 7 ans si vous avez égorgé quelqu'un en France. Et si vous avez vous violez une petite fille, maximum, vous prenez 10 ans. Et donc, ces trois phénomènes... Avec sursis. Ces 3 phénomènes, terrain de recrutement civilisationnel, des zones de non-droit, où il y a une non-intégration qui a été voulue, parce qu'on a laissé nos musulmans dans les mains des pires islamistes. Oui, parce qu'il faut... Justement, Alexandre, il faut quand même le dire, c'est pas, les migrants ne sont pas terroristes. Bien sûr que non. Vous avez la immense majorité de migrants qui ne vont pas passer, qui n'ont même pas la pensée de devenir ni terroristes, etc. Il y a effectivement une minorité, et le problème, c'est... une extrême
extrême minorité, bien sûr. Et totalement. Mais alors, comment faire cette minorité-là? Comment faire pour effectivement l'empêcher de nuire? On pose toujours la question. Ouais. Alors on nous dit oui, mon papa être un policier derrière chaque fichier S, etc. Mais au-delà de ça, comment empêcher cette radicalisation, cette non-assimilation, cette non-intégration? Oui. On a l'impression que pendant 40 ans, tout le monde s'en fichait, déniait. Déjà, il faut arrêter de rendre les gens parano. On s'est rendu compte aujourd'hui que les gens qui adhèrent à Al-Qaïda, à Daesh, ou comme ce monsieur qui n'est peut-être pas membre d'une organisation, mais qui en suit le mode opératoire, ils sont avant tout, on oublie, c'est un truc simple que vous connaissez, puisque Hans Hansenberger en a parlé dans Les Perdants radicaux, ce sont avant tout des gens qui sont parano. Il y a une stratégie de paranoïsation. On fait croire aux musulmans, qu'ils soient terroristes ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils sont foncièrement victimes d'un racisme d'État, d'une islamophobie intrinsèque de l'habitant de souche, de pays d'accueil. Donc déjà ça, c'est un terreau de recrutement radical. Il faudrait arrêter de faire croire que nous sommes foncièrement... Il faut arrêter de se culpabiliser et il faut arrêter de distiller dans le cerveau de ces jeunes qui au départ n'ont pas cette idée. Comme vous dites, l'immigrant de base, il arrive pour avoir une prospérité. Il vient ni avec une idée... il vient ni en tant qu'islamiste, ni en tant que parano qui pense qu'il est victime de racisme d'État. Mais on lui apprend ça depuis tout petit. Et ça, c'est déjà un pas vers l'islamisme radical. Ce ne sont pas seulement les islamistes qui apprennent ça, mais un certain nombre de bobos gauchos, on peut dire... C'est ce que j'appelle l'alliance du rouge, du rose et du vert. Le vert de l'islamisme ne serait pas possible en Europe s'il n'y avait pas d'un côté une extrême gauche qui est alliée objectivement et même consciemment contre l'Occident ONI, et aussi cette gauche multiculturaliste un peu plus modérée, mais qui à la Trudeau, c'est la pensée Benetton, Trudeau, qui pense qu'une femme voilée c'est très bien, que l'islamisme, le communautarisme c'est très bien. Trudeau a même fait une loi pour condamner uniquement l'islamophobie et pour ne pas condamner d'autres phobies, ce qui est assez aberrant. Donc voilà, ce rose, ce rouge déroule le tapis rouge à l'islamisme radical, au vert. Mais alors justement, encore une fois, Alexandre Delval, on voit encore là, ça reproduit, ça va se reproduire, etc. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut alors quoi, travailler à l'école. Et comment ça se fait? Oui, à l'école. Michel Tribal l'a dit d'abord. Comment il se fait que cette assimilation, cette intégration, tant vantée, la France, pays d'assimilation et d'intégration, comment ça se fait que ça a à ce point échoué pour qu'on ait des gens qui sont là et qui ne pensent qu'à non seulement maudire la France, qu'Allah maudisse la France, disaient un des journaux de Daesh, qu'Allah maudisse la France, mais en plus à tuer, etc. Comment en est-on arrivé là? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas surpris. Je pense même que si nous avions voulu en arriver là, nous n'aurions pas agi autrement que ce qu'ont fait les politiques depuis 40 ans. Je m'explique. Les ELCO, les fameux enseignements de langue et de culture d'origine, font qu'un Turc, un Maghrébin, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, en France, dans le cadre d'un accord voulu par l'Union européenne et un accord entre la France et le pays d'origine, on donne des enfants qui devraient normalement être intégrés pour devenir des Français dans leur cœur, on les apprend, on les confie à des gens qui ont une vision tout à fait hostile à notre pensée. Moi, j'ai par exemple une étudiante turque qui m'a dit que c'est dans le cadre des ELCO qu'elle a appris le révisionnisme. On lui a le révisionnisme Shoah, du génocide arménien. L'ultranationalisme turc et le révisionnisme. Elle l'a appris en France. En France, on lui a dit attention, c'est pas vrai, le génocide des Arméniens. Pas dans une mosquée turque tenue par Erdogan. Ouais. Dans les cours de langue et de culture d'origine qui sont le fruit d'un accord. Par l'enseignement français. Prodigué par l'État français, puisque c'est des accords entre l'État d'origine et l'État français. Donc un jour, Rachid Kassi en parlait dans son fameux livre La République des lâches. Il disait, moi je suis kabyle et très peu musulman. Et j'avais des cours de langue et de culture d'origine, encore une fois, c'est étatique, c'est le fruit d'accords entre États, où on m'apprenait à être islamiste, alors que, soi-disant, c'était des cours de langue arabe, mais des barbus. Donc voilà, tout ce qu'on a fait, c'est confier, et là on n'a parlé que des ELCO, parlons maintenant des mosquées. La plupart des mosquées, à part la mosquée de Paris, et moi je la soutiens, la mosquée de Paris, parce que Boubacar est véritablement un modéré, contrairement aux accusations contre lui. J'ai fait une interview de lui dans Valeurs Actuelles, et il a vraiment parlé de l'islamisme comme un cancer, il est irréprochable là-dessus. Mais à part la mosquée de Paris, tous les autres pôles de l'islam de France sont tenus par des gens qui ont une vision minimum intégriste et même islamiste radicale. Les frères musulmans, l'Arabie Saoudite avec la Ligue islamique mondiale qui prodigue le salafisme, on a les Turcs avec le Millî Görüş et le ministre d'État, le ministère turc des religions qui draine à peu près plus de 150 mosquées, et on a bien sûr l'influence de pays du Golfe et du Pakistan et du Tablir, etc. Donc en gros, la plupart des pôles de l'islam en Europe sont dirigés
dirigés par des fanatiques qui distillent un islam de parano, où on leur apprend que l'État mécréant est impur, il faut se séparer de l'État mécréant, et si on ne peut pas s'en séparer physiquement, comme le prône Daesh, par une immigration, la fameuse hijra, Oui. eh bien, il faut le faire par une sorte d'immigration intérieure, symbolique, que Gilles Kepel avait analysé déjà dans les années 90. Islamologue Gilles Kepel. Absolument. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle ce séparatisme fondé sur une paranoïsation est très habile, puisque c'est le meilleur moyen de séparer une communauté d'une autre. Oui, vous avez que même François Hollande, Oui. dans un président, dans le livre qu'on fait les entretiens avec Davé et l'homme, a parlé lui-même et dit Absolument. la France est déjà en partition. Mais bien sûr. Mais vous le pensez? Mais je le pense On est réellement. déjà en partition, quelque part en sécession. Je vais vous dire, c'est pas nouveau. En 2001, je faisais une émission chez Monsieur Moati à Moati le lendemain de l'attentat 2001, et il y avait un militant Le 11 associatif. septembre, vous voulez dire? Oui, ouais, 11 ouais. septembre, donc c'est Oui. déjà vieux, 2001, en 11 septembre. Et il y avait un militant associatif maghrébin, français d'origine maghrébine, très honnête, très, très, très franc, et il disait, vous rêvez et vous dormez. Parce que dans nos quartiers, on a entendu des chants de joie le jour du 11 septembre. Alors vous me direz, c'est peut-être parfois, comme on dit, des racailles, des jeunes, un peu irresponsables, adolescents qui font ça pour provoquer. Mais quand on est solidaire de barbares qui tuent, c'est quand même pas que de l'humour sympathique. C'est pas Coluche, ça va beaucoup plus loin. Cette solidarité de certains terreaux favorables, ce que j'appelle le terreau favorable, avec ceux qui passent à l'acte, il est pire que ce que vous pouvez penser. C'est-à-dire que c'est un miracle. On a très peu de gens qui passent à l'acte. Mais il y en a beaucoup plus qui leur sont solidaires. D'ailleurs, quand vous interrogez leurs copains... Ils sont comme des poissons dans l'eau, dans un certain nombre de Mais quartiers, c'est pour ça etc. qu'on n'arrive pas à retrouver des Redouane ou d'autres pendant des mois ou des... Ils ont un terreau favorable qui leur est solidaire, même si individuellement des gens vont vous dire « je suis contre l'attentat qu'a perpétré mon ami », etc. Quand même, d'ailleurs... Vous avez remarqué quand on les interroge, les voisins ou les mamans ou les sœurs ou les frères, très gentils. Oh, il était gentil, Absolument. on n'aurait jamais cru, il était serviable, il portait le sac de la grand-mère, etc. Oui, mais c'est parce qu'il y a un effet de corps, un effet de solidarité, je dirais presque ethno-clanique, qui est terrifiant. Je me rappelle aussi quand Ni Pute Ni Soumise avait manifesté à la suite d'une jeune fille qui avait été brûlée par son fiancé, enfin pour soi-disant fiancé. Ce qui avait le plus choqué Ni Pute Ni Soumise, c'est qu'on avait plein de petits coqs qui insultaient les gens qui manifestaient en mémoire de cette femme et qui étaient solidaires des brûleurs. Et ça, c'est la petite barbarie de tous les jours qui est le terreau favorable. C'est-à-dire que peu de gens passent à l'acte, heureusement. Les islamistes sont une minorité parmi les immigrés et parmi les musulmans, c'est vrai, clair. mais n'empêche que le terreau favorable de ceux qui sont solidaires de cette barbarie, que l'on voit aussi, c'est eux qui sont venus aussi casser le travail des Gilets jaunes. C'est eux, celui qui va piller et qui n'a aucun scrupule, qui est habitué à la violence et qui pense que de toute façon, une face de blanc ou un Gaulois, il faut le piller et lui casser la figure dès qu'on le rencontre, c'est déjà quelqu'un qui est sur un pas de la guerre Il civile. venait l'après-midi alors que les autres étaient là le matin. Bien sûr. Je parle des Gilets jaunes. Absolument. Et donc cette petite barbarie de tous les jours, qui n'est pas forcément islamiste, elle est constatée tous les jours. Le rap aussi. Le rap, moi j'ai fait quelques articles récemment, ça m'a frappé. J'ai analysé des groupes de rap, y compris connus, mais c'est effrayant. Solidarité avec Mohamed Merah, qui est un héros, un antisémitisme, un Il y a aussi antichristianisme. des raps d'extrême droite, il y a des raps de tout. Il y a des raps extrémistes, moins peut-être que le Absolument. rap que vous Je ne parlez. connais pas de rap qui appelle si souvent à la haine envers le blanc, le juif, le chrétien, le baptou, le gaulois, que le rap normal. Le rap normal, à 80%, est un appel au minimum au mépris envers le gaulois et l'habitant. Moi, je pense que toute cette culture conduit à un phénomène de sécession qui, un jour, j'espère que non, aboutira à une guerre civile. J'espère que non. Mais plus grave peut-être, enfin que le rap, etc. Comment ça se fait que pendant 40 ans, on a laissé faire? Est-ce que c'est par électoralisme des maires qui voulaient racheter la paix dans leur quartier ou dans leur ville, Entre dans autres. leur commune, se disaient, bon, alors vous savez, c'est la politique des grands frères. Il y a eu 50 milliards sur la politique de la ville, 50 sûr. milliards n'en déversés servait à rien. résultat. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de la part de, justement, de nos côtés, des Français, des pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, sans changer, est-ce qu'il n'y a pas eu une lâcheté? Mais il y a eu une très grande émission. lâcheté. Mais bien sûr, moi je me rappelle, j'avais montré à plusieurs ministres de l'Intérieur successifs pendant les années 2000, maintenant j'ai arrêté, ça sert plus à rien, les livres de El Jazairi, par exemple, qui est un homme très connu, un propagandiste, un prédicateur islamiste très connu, et encore plus connu, le fameux El Qardawi, qui a écrit un best-seller à usage des musulmans d'Europe. Qui est l'animateur vedette d'Al Jazeera, Voilà, qui est le chroniqueur vedette d'Al Jazeera. et qui supervise scientifiquement la formation des imams à Château-Chinon, donc c'est tout à fait légal. Ces deux auteurs
justifie le djihad contre les juifs, contre les homosexuels, il justifie la peine de mort et l'assassinat de l'apostat, etc., etc., eh bien leurs livres sont en vente libre. Et il y en a d'autres, Iqiyoussen, il fait des conférences hyper antisémites. Ces grands prédicateurs qui ne sont pas de Daesh, ils sont des prédicateurs tout à fait reconnus, qui ont été souvent au congrès du Bourget chaque année. Leur littérature est enseignée officiellement dans des mosquées qui sont liées au Conseil français du culte musulman. Et donc ça, effectivement, comme tout vous ça dites, est à ciel ouvert. tout ça est pignon sur rue. Ouais. Mieux, la Ligue islamique mondiale, qui est le bras idéologique de l'Arabie saoudite pour répandre le salafisme, ils ont 3000 mètres carrés à Paris, 2500 mètres carrés à Bruxelles, et c'est eux qui forment tous les imams en Belgique, et ils forment de nombreux imams, et ils sont derrière la grande mosquée de Lyon, par exemple. Donc la grande mosquée aussi de Sarajevo, de Madrid, de Rome, toutes les grandes mosquées en Europe, c'est la Ligue islamique mondiale qui est derrière. Donc on a une immigration musulmane qui au départ est paisible, vous avez raison, mais qui est travaillée par des pôles que nous laissons faire. Et là, c'est le devoir que nous avons envers les musulmans, c'est de les sauver de l'influence de ceux qui ne veulent pas les voir s'intégrer. Parce que ces musulmans sont pris en otage par des pôles, ce que j'appelle les pôles de l'islamisme radical, tout à fait, qui ont pignon sur rue. Je ne parle pas de Daesh, je parle des pôles officiels. Ouais. Et ces pôles officiels, leur obsession, c'est d'empêcher l'intégration de ces gens en attisant chez eux une parano, ce que j'appelle la stratégie de paranoïsation qui permet de les désassimiler. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'intégration, on est dans le schéma inverse. Certains étaient intégrés, on les désintègre. Certains étaient en voie d'assimilation, on les culpabilise de s'assimiler aux mœurs mécréantes. Et ça, c'est le terrain de la guerre civile, en tout cas de la fracture. Et beaucoup plus grave, je dirais, c'est ça qui amène, et je ne m'en réjouis pas du tout, un certain nombre de pays d'Europe, d'Italie et ailleurs, à dire stop aux migrants. Bien sûr. Parce que les migrants sont assimilés à l'insu de leur plein gré. Ils n'y sont pour rien à ces islamistes radicaux. Or, c'est tout le problème, et moi j'en veux énormément à un certain nombre, que ce soit intellectuels, etc., qui ont laissé faire. Parce que on a Absolument. tous, je veux dire, les musulmans, vous savez, moi j'ai vécu très longtemps au Proche-Orient. Oui, au Liban. Je vais vous dire, les musulmans, c'est pas des fanatiques par essence, c'est grotesque. Bien sûr. Ce sont des gens avec qui on allait, on même le pain et le vin, et il y a beaucoup qui boivent. On pouvait boivent. même boire du harak ou du... Attendez, on boit du vin à Qatar et tout, sauf que c'est caché. Donc tout ça, c'est mis là. Et on espère, mais vraiment on espère qu'à un moment donné, on arrivera à sortir de cette espèce de schizophrénie terrible. On peut en sortir, à mon avis, en pénalisant l'appel à la haine envers le blanc, le gaulois et le chrétien, qui est toléré au titre de la culture rap, et à mon avis, c'est très très dangereux. Deuxièmement, il faut que des prisons soient plus saines, ou qu'elles ne soient pas surpeuplées. Elles doivent cesser d'être un terrain d'incubation islamiste. J'en parlais avec le renseignement pénitentiaire récemment, c'est très très grave. Et bien sûr, un islam de France qu'il faut à tout prix mettre en place pour sauver les musulmans de l'influence islamiste radicale. Merci Alexandre Delval. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, vous enseignez à l'école IPAG, et je rappelle la référence de votre livre, ça s'appelle La stratégie de l'intimidation, publié aux éditions de l'Artilleur. Merci à vous André Berkoff. On retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio dans tous vos états. On peut réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. À suivre les amis sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit l'humoriste Alex Vizorek. Excellente journée à vous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. La bonne idée but pour les fêtes, c'est plein de cadeaux déco à petit prix. Vous avez une grande hotte ? Prenez-la. Pour le Sweet Noël en ce moment chez But, bougies, coussins, luminaires, tapis et bien plus encore vous attendent à petit prix. Sweet Noël, doux Noël. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, grâce à l'assurance 24 heures mobile, j'ai pu remplacer mon mobile que tu as cassé quand il est passé sous ta luge. Moi, avec l'assurance 24 heures mobile, le mien a été remplacé en 24 heures quand tu l'as fait tomber dans la neige. Oui, j'aurais bien voulu qu'ils en profitent pour te remplacer. L'assurance 24 heures mobile Orange remplace votre mobile en 24 heures en cas de casse,